On y va. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Non, je dirais pas comme d'habitude. J'ai le droit de changer si je veux. Ouais, ok. Alors, le mythe de l'Eldorado, quand la fièvre de l'or a envahi le Nouveau Monde. Ah bah ça a tué beaucoup de gens. Hein. Oh bah ils ont assassiné plein de peuples autochtones. Hein, les premiers peuples. Pourquoi? Pour leur voler leurs terres, leur or, les pierres précieuses et puis tutti quanti. Eh. Alors, la découverte du Nouveau Monde par les conquistadors donne naissance à un mythe puissant et addictif qui va se révéler funeste pour les Indiens primitifs des civilisations précolombiennes, car si la légende de la cité mirifique d'El Dorado a fait rêver bien des voyageurs et excité l'imagination des générations d'aventuriers, elle a aussi réveillé chez l'homme la soif inextinguible de l'or et engendré de violents massacres dont la triste écho nous parvient encore aujourd'hui. Alors, dans cet article, Eldorado se réfère au pays mythique des cités d'or, tandis qu'Eldorado se réfère au royaume. C'est pas du tout écrit pareil. Hein. Eldorado, alors l'autre il l'écrit E-L-D-O-R-A-D-O, tout attaché, avec un E en majuscule, et l'autre il l'écrit Q-U, avec un accent, et puis après ils mettent le E majuscule, un petit L, et puis après, plus loin, Dorado avec le D majuscule, D-O-R-A-D-O. Genèse du mythe, les ambitions mystiques de Colomb. Christophe Colomb. T'as bien foutu de la merde toi aussi. Ah oui. S'il n'avait pas eu les Indiens pour l'aider, il serait mort de faim. Il les a bien remerciés, oh oui, d'une très bonne façon, ouais. Faut dire la vérité, hein. Y a pas, hein. Il y en a à qui ça dérange, mais si ça dérange, c'est pas un problème. De toute façon, c'est ainsi et c'est pas autrement. Christophe Colomb ne le sait pas encore, mais lorsqu'il foule pour la première fois le sol d'Amérique, ce fameux 12 octobre 1492, il libère une pulsion ancestrale qui va mettre le Nouveau Monde à feu et à sang. Voilà, sa grosse connerie. Celle de la fièvre de l'or. Le célèbre explorateur qui a débarqué dans les Bahamas alors qu'il pense avoir rallié les Indes orientales. Bah ça, faut être con, hein, vraiment con. Hein. Est à la recherche de l'île de Cipango, C-I-P-A-N-G-O, dont la rumeur prétend qu'elle est riche en or, en perles et en pierres précieuses, et dont les temples sont recouverts en or massif. Il sait qu'il est indispensable de trouver une belle quantité de métal précieux, d'une part, pour motiver un équipage risquant sa vie pour découvrir de nouveaux horizons, mais surtout afin de rester dans les bonnes grâces des banquiers de l'expédition. C'est vrai que les banquiers sont les rois du monde. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je comprends qu'est-ce que je dis, mon Rabbi. Ouais, bah, c'est eux qui tiennent tout le monde par les couilles, hein. Hein. Faites des crédits, tout ça, puis une fois que tu as fait des crédits, tiens, ils te prennent à la gorge. Eh, grande vérité, hein. Moi, j'ai jamais fait de crédit, alors ils peuvent pas. En plus, hein. Non, il n'y a pas de danger. J'ai pas fait cette connerie-là. J'en connais d'autres qui vont pleurer leur race. Ils ont pris des livrets. C'est avec les livrets d'épargne qui vont se servir. Ouais, ils vont prendre votre argent sur les livrets, les gars. Sur les livrets. Pas sur les comptes communs, mais sur les livrets. Moi, ils ont voulu que j'en ouvre un. J'ai dit non, j'en prends pas. Je fais ce que je veux. Ils vont pas m'obliger à faire ce que je veux pas. Donc faites gaffe à vos livrets, hein, d'épargne. Ils vont vous baiser là-dessus.
Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est comme ça. Hein, je dis les mots qu'il faut dire. Alors, ceux qui ont des oreilles qui entendent, eh ben, hein, faites ce qu'il faut. Moi, j'ai mon cousin, il se glorifie de dire, oh, bah, moi, j'ai un livret pour ci, un livret pour ça, oui, mais comme ils vont y purger ces livrets, eh ben, il n'aura plus qu'à pleurer sa mère. Enfin, pleurer sa race, c'est comme vous voulez, hein, on dit comme on veut. Ouais, et puis il dira pas que je l'ai pas averti parce que j'y ai dit, mais oh, il en a rien à branler. Ah bah oui, bah tant pis pour lui. Hein. Alors, le roi d'Espagne Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille. Ah ouais, je connais la chanson. Et les convaincre de continuer à le financer. Oui, je connais une chanson sur la reine de Castille, là. Mais empreint de religiosité, Colomb est avant tout dans une démarche mystique et considérer la découverte de trésors comme objectif secondaire. Bah, les religions, ça foutu bien la merde, hein, parce qu'ils ont fait d'une religion les lois de Dieu, alors que c'est pas du tout des religions. Et puis il y en a, ils sont protestants, et puis d'autres, ils sont catholiques. C'était plus tard les catholiques. Bon, je vais pas parler des musulmans, ils sont arrivés en dernier. Mais les musulmans, ils ont plus de respect que les catholiques, quand même, sur beaucoup de choses. Hein. Je critique pas les musulmans, il y en a dans ma famille. Ah bah oui, j'ai un oncle qui était marié à ma tante, il était berbère. Hein, il était du peuple de ceux qui ont le manteau bleu, là. Ouais. J'ai des cousins qui sont à moitié, ils sont moite-moite. Ils sont français et puis berbères. Bah, ils ont le sang berbère dans eux, hein. Voilà. Donc je critique pas la religion musulmane. Ils ont plus de respect. Ils ont plus de respect envers Dieu que certains d'autres qui le prient. Hein. Voilà. J'ai aussi du respect avec les hindous. Et puis, voilà. J'ai du respect pour tous ceux qui respectent Dieu dans leur religion. On va dire religion, mais j'aime pas dire religion. Voilà, c'est pas une religion. Dieu a écrit plusieurs livres pour chaque nation différente, pour qu'ils comprennent qui est Dieu. Fallait bien leur parler dans leur langue et écrire un livre dans leur langue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour lui, l'important est de trouver dans ce nouveau monde l'image d'un paradis terrestre. Ah ouais. Et il en a fait un enfer. Réminiscence d'un âge d'or depuis longtemps disparu sur l'ancien continent. À qui la faute? Là, ils remettent les deux demi-cercles en debout avec trois trous. Partout en Europe, on croyait à une régénération imminente du monde. On croyait que le temps était venu de renouveler le monde chrétien et le vrai renouveau était le retour au paradis terrestre, ou, tout au moins, le recommencement de l'histoire sacrée. Oh, bah ça veut pas tarder. Comme Dieu va faire un nettoyage sec. La réitération des événements dont parlait la Bible confirme le mythologue roumain Mircea Eliade. T'es encore vivant ou pas? Parce qu'il va me faire un procès sinon. Hein. Mais les motivations des souverains espagnols sont avant tout financières. Il faut trouver Cipango et vite. La population indigène est pacifique. Et pas qu'un peu. Ils l'ont accueilli, ils lui ont donné à bouffer, crevait de faim. Ça, ils le disent pas dans l'histoire. Hein. Ah bah non, ils disent pas. Était accueillante, elle oriente Colomb vers Haïti, qui dans la langue locale se nomme Cibao. Mais là n'est pas le paradis oriental que recherche le navigateur de plus en plus obsédé par sa quête. Au retour de l'expédition, le Génois rapporte tout de même en Espagne une belle quantité de richesses, la plupart obtenues sans effort par des autochtones heureux de troquer leurs bijoux dorés contre les babioles des hommes blancs venus de la mer. Colomb effectue un second voyage, puis un troisième dorénavant convaincu que le paradis terrestre et la fortune qu'il abrite se cachent bel et bien en Amérique, nouvelle preuve que l'explorateur n'est pas un chercheur d'or dans l'âme. Il note dans son journal, au retour de sa 4e expédition, « Je n'ai fait ce voyage que pour y gagner l'honneur et fortune. C'est la vérité, car de cela déjà tout espoir en était mort. Je suis venu
à vos altesses avec une intention pure et un grand zèle, et je ne mens pas. Les conquistadors se lancent à la recherche des cités d'or. Colomb n'atteindra jamais la mythique île de Cipango et sa vision du paradis terrestre se transforme rapidement en chasse au trésor, car la légende est née très vite magnifiée par les rumeurs les plus folles. Le Nouveau Monde dissimulait des terres paradisiaques et luxuriantes, recelant de l'or en abondance, de l'argent à foison, des pierres précieuses en quantité illimitée. Le mythe suscite des vocations d'aventuriers et de chercheurs de fortune. Nombreux sont alors les conquistadors espagnols et portugais à prendre la mer pour atteindre les côtes d'un nouveau monde si prometteur. Certains n'arriveront jamais à destination, engloutis par les flots ou victimes des pirates. D'autres laisseront une trace sanglante sur le continent. Quelques-uns, enfin, vont marquer l'histoire par de surprenantes découvertes géographiques, la quête de l'Eldorado poussant les hommes toujours plus loin vers des territoires vierges et encore inexplorés. C'est notamment le cas de Vasco, Nunez et Balboa. Ah tiens, comme l'autre il a pris ce nom-là dans le film. Qui se lance dans l'aventure en 1510, accompagné d'un poignet d'hommes. Il aborde les rives de l'actuelle Colombie, puis colonise une tribu indigène adoratrice de la lune et du soleil. En 1513, il informe le roi d'Espagne que la région abrite des grands secrets et des merveilleuses richesses, et que pour ces peuples primitifs, l'or n'a pas plus de valeur que le fer. Les rumeurs et les histoires de trésors sont légion et circulent parmi les soldats exaltés. L'une d'entre elles intéresse particulièrement Balboa. Le conquistador a entendu dire qu'un jeune Indien avait évoqué l'existence du royaume bordé par une vaste mer au sud de leur position, à environ 6 journées de marche. La description du lieu fait saliver les membres de l'expédition. J'ai pas pris de page, moi? Non, normalement c'est bon. Les membres de l'expédition. Ouais, c'est ça. Il est murmuré que les habitants mangent des mets raffinés dans des vaisselles d'or et d'argent. Balboa et sa troupe prennent la route en direction de la contrée fabuleuse nommée Tamanama. Ils sont environ 200 hommes guidés par les Indiens sur une dizaine de pirogues, mais les 150 kilomètres à parcourir pour atteindre le royaume légendaire font de terribles ravages. La jungle épaisse de la forêt primordiale se transforme en chaque instant en piège mortel. Les conquistadors se sont guère habitués à la flore et à la faune locale, peuplée de plantes vénéneuses, de serpents sournois, de crocodiles affamés, de chutes d'eau bouillonnantes et de traîtres marécages. La grande majorité du groupe succombe rapidement dans cet enfer vert. En revanche, un destin exceptionnel s'offre aux 27 survivants qui atteignent l'isthme de Panama le 25 septembre 1513 et restent vivants. Oh ta gueule. C'est pas possible ça, j'entends des trucs en bas là, vas-y, ça me plaît pas ce que j'entends là. Franchement. Chute d'eau bouillonnante et de traite marécage. La grande majorité du groupe succombe rapidement dans cet enfer vert. En revanche, un destin exceptionnel s'offre aux 27 survivants qui atteignent l'isthme de Panama le 25 septembre 1513 et bouche bée devant le spectacle qui s'offre à eux. Balboa et ses hommes viennent de découvrir l'océan Pacifique. Le jeune Indien ne mentait pas. La grande mer du Sud s'étend majestueuse sous leurs yeux. En revanche, aucune trace de la cité d'or ni de la vaisselle précieuse. Premier massacre au nom de l'or. Quelle bande de... Tant pis, je le dis, quelle bande de cons. Paix sur eux, mais quelle bande de cons. Cet échec relatif qu'à la découverte de l'océan Pacifique n'est tout de même pas chose anodine. N'entame pas la confiance des autres conquistadors, plus que jamais résolus à trouver les fabuleux trésors du Nouveau Monde. Mais pour cela, il faut à nouveau explorer des terres inconnues et hostiles. En 1515, c'est le Mexique qui se place au centre de préoccupation espagnole. On décide d'y envoyer Hernán Cortés, accompagné d'une lourde troupe de près de 1000 hommes et d'une flottille de 11 navires. L'expédition rallie la ville de Tenochtitlan, futur Mexico. Le 8 novembre 1519, la découverte de la riche cité aztèque
participe sans aucun doute au mythe de l'Eldorado. Cortés et ses enthousiasmes par sa visite qui dépeint dans une lettre au roi Charles Quint la cité de Tenochtitlan comme la plus belle ville du monde. Bartholomé Bernassar, dans son ouvrage sur Cortés, fait état de 16 cavaliers, 518 fantassins, 13 artilleurs avec 7 petits canons, 32 arbalétriers, 13 arquebusiers, 110 marins et 200 indiens et esclaves comme auxiliaires de troupes. Allez, des indiens et des noirs auxiliaires de troupes. Esclaves. Il a vachement bien... Oui, aïe, aïe. Bon, écoutez. Une nouvelle Venise. Morte Tetsuma II, l'empereur des Aztèques est terrifié par l'apparence de ces blancs barbus et se persuade vite que Cortés est le dieu Quetzalcoatl. T'as fait une grande erreur ce jour-là. De retour sur terre indienne, il recueille en grande pompe, lui offrant quantité de présents, le logeant dans le palais royal et acceptant toutes ses exigences. Il promet également d'offrir chaque année à Cortés ainsi qu'au roi d'Espagne une importante quantité de métal précieux dont le pays semble par ailleurs abonder. Le faste de Tenochtitlan... Oh merde, Tenochtitlan. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui se foutent de ma gueule, mais vous êtes même pas capable de lire une seule ligne et ni d'écrire correctement, alors, j'emmerde les cons. Ils ont aucune instruction ni rien, la tête creuse. À part avoir une langue de vipère, ça c'est sûr. Et en effet, impressionne avec ses palais à étages, ses avenirs démesurés, ses marches chez regorgeant de bijoux et de pierres précieuses. Tu nous fais marrer. Bah, j'espère que on peut en mourir de rire, hein. On peut en mourir de rire, hein. Il y en a qui sont morts de rire, hein. Méfie-toi, hein. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien, moi, dire ce que j'ai à dire. Quand même. Mais je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce, alors chacun, la personne le prendra ou le prendra pas. Cortés pille allègrement le butin de la cité et envoie au royaume d'Espagne le quinto réal, c'est-à-dire la 5e des richesses accumulées directement destinées au roi. On peut imaginer la fièvre monter chez les Ibères lorsqu'ils virent les navires de Cortés débarquer. Bah oui, c'est sûr, comme on sait pas lire ni écrire, on vient pas faire la morale aux autres, hein. Aïe, 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 il a fallu que je lui épelle un mot qu'elle savait même pas lire. Oh, you, au revoir, qui savait pas. Ouais. Ah, c'est sûr, hein. On n'a pas les mêmes valeurs, ça c'est sûr. Cortés débarquait cargaison pleine à craquer d'or, de l'argent, de pierres fines et de céramique de grande valeur. Le mythe de l'Eldorado devenait réalité. Mais l'or envoyé en Espagne est taché de sang. Suite à la révolte du peuple de Tenochtitlan... Ouais, c'est le L qui me gêne devant le T. Tenochtitlan. Voilà. Et aux représailles de conquistadors menées par Cortés, près de 200 000 Indiens périssent dans de terribles affrontements, provoquant in fine la chute et l'extinction de l'empire aztèque. Je me glorifie pas en disant ça, mais bon, franchement, comme on a des vérités à dire à une personne, on l'a dit. Voilà. Un monde de passion et de pulsion. Le meurtre au nom de l'or, rien est qu'assez débuté. Le meurtre au nom de l'or n'en est qu'à ses débuts. Les convoitises sont attisées par 30 années de récits plus ou moins crédibles, mais toujours captivants sur les merveilles aurifères du Nouveau Monde. En 1530, c'est au tour du Pérou d'être envahi par 200 conquistadors avec leur tête le tristement célèbre Francisco Pizarro. La petite troupe se lance avec frénésie dans la recherche du trésor prodigieux de l'Empire Inca. La prophétie ancestrale de Quetzalcoatl joue une fois de plus en faveur des îles Dago. Les Incas se prosternent vite devant les dieux blancs barbus. C'était que des enfoirés de merde et vous les preniez pour des dieux. Aïe aïe aïe. Juste des enculés de leur race, c'est tout. Excusez-moi du gros mot. Race de vipère. Oh, l'anarchique. Oh là là, je suis une anarchique. Oh, oui, je suis en colère, je me mets en colère, mais il y a eu tellement d'injustices et de crimes pour l'or, l'argent, les diamants, la terre.
Et Pizarro s'empare au prix d'un grand massacre d'un butin mérifique en pillant le palais l'Inca Atahualpa, après l'avoir fait prisonnier en novembre 1532. Ironie de l'histoire, Pizarro entretient un lien de parenté avec Cortés. Ils sont cousins au 2e degré. Oh bah, qui se ressemblent, ça semble en plus, avec le même sang. Oh, c'est pas étonnant. Le même caca, hein. Je dis ce que je pense. Eh oui. Chronique des Indes. Francisco López de Gamarra fait l'inventaire du trésor qui renforce indéniablement le mythe de l'Eldorado en Europe. Tous les vases de son palais, toutes les vaisselles de sa table et de sa cuisine étaient en or et en argent. Les objets les plus simples étaient faits d'argent et de cuivre pour renforcer le métal. Il possédait des statues d'or semblables à des géants et des représentations de statues sortes d'animaux. Il y avait aussi des colliers, des coffres, de bassins d'or et d'argent. Pizarro exige également une rançon astronomique pour la libération de l'Inca Atahualpa. Ah bah c'est sûr, comme on n'en a jamais assez, hein, on demande encore. Hein. L'équivalent d'environ 1 500 000 pesos, malgré les 5 tonnes d'or et les 10 tonnes d'argent promises au chef de conquistador, l'empereur ne sera pas libéré et finira exécuté après un procès expéditif. Une fois encore, les navires qui rentrent chargés de métaux précieux en Espagne sont pour les Européens des preuves concrètes de l'existence d'un Eldorado lointain dont les ressources semblent inépuisables. Et une fois encore, la poursuite frénétique du métal précieux engendre l'extinction d'une civilisation. Et rebelote. Ce sera bientôt la fin de l'Empire Inca. La quête des conquistadors est désormais sans limite. Plus ils augmentent le quinto réal, plus les souverains d'Espagne réclament une augmentation du rendement aurifère, et eux-mêmes sont sans cesse relancés dans leurs recherches par les innombrables croyances locales qui les aiguillent encore et toujours sur des nouvelles pistes légendaires pour ne pas les étouffer sous l'ambition grandissante des milliers d'aventuriers prêts à tout pour trouver leur cité d'or. Il fallait donc que le mythe se dévoile et imagine sans cesse de nouveaux Eldorado toujours plus mirobolants. La légende de l'homme doré. Un récit autochtone va alors focaliser l'attention des chercheurs d'or. La légende de l'homme doré, que les Espagnols adoptent bien vite sous le nom plus loin, Dorado. C'est ce nom que va rester gravé dans l'histoire des croyances indiennes, évoque avec insistance l'existence d'un souverain local régnant sur un trésor inimaginable. On dit que le métal précieux est si abondant en son royaume que chaque matin le roi se couvre entièrement le corps de poudre d'or avant de se baigner dans un lac sacré. Le curieux rituel est détaillé par Juan de Castellano, un des chroniqueurs les plus crédibles et pertinents de la conquista espagnole. Un Indien étrange venu de loin qui habitait dans la ville de Quito, Quito, et qui était d'après ses voisins originaires de Bogota, arrive jusque-là sans que l'on sache par quelle route s'entretient avec Belalcázar, qui lui parla d'un pays riche en émeraudes et en or. Il lui parla également d'un certain roi qui, dévêtu, se rendait sur un lac à bord d'un radeau pour faire des offrandes, son corps royal enduit d'une huile parfumée sur laquelle s'étendait un habit de poudre d'or de la plante du pied au plus haut point de son front, ce qui le rendait brillant. Il l'avait vu de ses yeux comme un rayon de soleil. Une immense foule apportait à cette occasion, en cet endroit, de somptueuses offrandes d'objets rares et or et en émeraude. Le témoin affirma que cette chose était vraie, et les soldats heureux d'entendre de telles nouvelles le surnommaient El Dorado, un nom qui se répartit partout ensuite. Le mythe d'El Dorado, l'homme doré, se propage alors comme une traînée de poudre et envahit l'Europe, fascinée par la vision de ce souverain primitif entièrement recouvert d'or. En s'appuyant sur les témoignages indigènes, les plus souvent flous et contradictoires, on estime que le royaume d'El Dorado se trouve au nord-est de l'Amérique du Sud, sur un territoire s'étendant sur une partie de la Colombie et du Venezuela. C'est un Allemand, Ambrosius Eyinger, qui se lance le premier à la recherche du pays d'El Dorado. À la fin de l'année 1531, après avoir traversé la Colombie accompagné par des soldats espagnols, une expédition de plusieurs mois où massacre
de la population locale et pillage des réserves d'or sont actes quotidiens. Oh bah, pourquoi changer, hein? Ouais. Ellenger est tué lors d'une embuscade indienne, victime d'une flèche empoisonnée qui lui transperce le cou, avant d'avoir pu atteindre le Venezuela. Les races rescapées de son groupe, hagards et affamés après. Il semblerait que la coutume ayant donné naissance à la légende d'Eldorado nous provienne des Indiens de Chibcha, Chibcha, dont le chef recouvert de poudre d'or se baignait dans un lac sacré une fois par an et non pas chaque jour. Là, je crois plus cette vérité-là que tous les jours. Hein. Passage cité dans le livre de Philippe Conrad, L'or dans la jungle, édition Philippe Le Labo, 91. Ouais, excusez-moi, j'ai dit son nom, merde. C'est pas grave. J'ai le droit de faire de la pub pour quelqu'un, remarque. Hein. Bah oui, bon. Allez, vas-y, hein. 2 années d'errance et de combat dans la jungle ne pourra fournir aucune information utile au sujet de l'homme doré. Quelques années plus tard, en 1539, un autre Allemand marche sur les traces d'Ellenger et il s'agit de Nikolaus Ferdinand, Federmann, explorateur et chroniqueur de son état. Il va rechercher la cité d'or sur les hauteurs des Andes, en traversant avec ses hommes de col à plus de 4000 mètres d'altitude, des efforts bien mal récompensés puisqu'il trouve sur le plateau de Cundinamarca, ou ça, alors ça s'écrit Cundinamarca, emplacement de l'actuelle ville de Bogota. Des expéditions espagnoles dirigées par Jiménez de Quesada. Les conquistadors ont déjà colonisé l'endroit. Sur place, plusieurs marchés e-commerce disposent d'une belle quantité de métaux précieux, mais on est bien loin d'une fortune colossale, espérée à l'écoute des mythes indiens. L'Amazonie, terre de tous les fantasmes. 26 minutes, ok. Pas question pour autant de renoncer à la recherche d'Eldorado. Le mythe est trop addictif, trop séduisant. Il hante l'imaginaire des hommes qui ne peuvent s'empêcher de rêver des cités d'or d'Amérique du Sud. Les expéditions prennent désormais la direction de la vaste forêt amazonienne. Les pirogues transportant des conquistadors gonflés d'espoir se cumulent dans l'enchevêtrement des fleuves et des rivières marécageuses. Bientôt les légendaires Amazones, déjà évoqués dans les récits grecs de l'Antiquité, vont venir se mélanger au mythe d'Eldorado. Les assauts menés par des femmes mystérieuses contre les Espagnols, escarmouches rapportées par le chroniqueur Gaspard de Carvajal, sont à l'origine du nom qui va être donné au plus puissant fleuve du monde, l'Amazone. Mais oui, les Amazones, ils ont existé, les Amazones. Nous les avons vues de nos propres yeux. Elles combattaient en premier rang et entraînaient les Indiens mâles comme de véritables capitaines. Elles faisaient preuve d'une telle bravoure que les hommes ne songeaient pas à reculer. Les quelques-uns qui firent mine de se replier furent d'ailleurs immédiatement abattus à coups de massue. Ce sont des femmes très blanches, très grandes, très robustes, avec des cheveux longs regroupés en une natte qu'elles enroulent autour de leur tête. Elles vont nues et ne couvrent que leur partie intime. Elles sont armées d'arcs et de flèches et chacune d'entre elles se bat aussi bien que 10 Indiens. Qui a dit que les femelles étaient faibles? Au fur et à mesure que l'on descend le fleuve, les légendes s'entremêlent. Dorénavant, on croit fermement que cette énigmatique et féroce Amazone sont les gardiennes des trésors d'Amérique du Sud. Les Indiens locaux excitent l'imagination des Hidalgos durant que ces femmes guerrières veillent sur des temples immenses dans lesquels s'alignent des statues géantes en or. Le delta et les eaux de l'océan Atlantique sont atteints le 26 août 1542. Le long périple des conquistadors, au cours desquels de nombreux hommes ont péri, n'a pas porté ses fruits. L'homme doré est toujours introuvable. Oh, bah il est bien planqué, hein. En 1560, Pedro de Ursúa se lance dans une nouvelle expédition dont l'objectif est de débusquer le trésor supposé phénoménal des Indiens Omagua. O-M-A-G-U-A-S. L'aventure se transforme vite en sombre équipe homicide sans résultat probant, si ce n'est une longue liste d'exactions sanguinaires, comme d'habitude. Tout au long de la seconde moitié du XVIe siècle, les entreprises se multiplient encore et toujours pour retrouver l'Eldorado perdu, et de nouvelles générations de conquistadors s'échinent en vain dans des contrées de plus en plus hostiles au fur et à mesure que monte la colère des Indiens.
Il y a de quoi, ouais, ils avaient raison, à l'encontre de ces envahissants étrangers qui ont définitivement perdu leur aura divine. L'anglais Walter Raleigh tentera bien en 1595 de localiser la mythique cité d'or de Manoa, dépeinte avec poésie par Francisco Lopez dans son histoire générale des Incas. Ses murs et ses toits en or se reflètent dans un lac pavé d'or. Au milieu de l'île, un temple se dresse consacré au soleil, autour de lui des statues d'or, représentant des géants. Il y a aussi des arbres d'or et d'argent et la statue d'un prince recouvert de poudre d'or. Il s'y trouve d'étranges idoles sculptées par des artistes divins ou sataniques. Ouais, bon. Immortels, venus de loin, de l'Est, se réfugiaient dans ces parages après un effroyable cataclysme. Raleigh ne trouva jamais Manoa. Après une nouvelle tentative avortée en 1617, il est décapité l'année suivante sur ordre du roi d'Angleterre et d'Irlande, Jacques Ier. Ah bah ça, bah oui, comme on tue, on finit pareil, hein. Ah bah ça, excusez-moi, hein. Chacun récolte selon ses fruits. Ouais, que ceux qui ont des oreilles entendent, surtout un. On ne sait plus s'il est mâle ou femelle. On voit c'est un mâle, mais qui se fait passer pour femelle, pour mâle. Il doit plus savoir qui il est, remarque. Hein. Oh bah oui. Hein. Passage cité dans le livre de Philippe Conran, lors de la jungle, édition Philippe Lebeau. Et je préfère être à ma place que d'être à la sienne. Ouh là là. La survivance contemporaine du mythe. Si les conquistadors et les chercheurs d'or européens de leur époque ont échoué à retrouver le pays d'Eldorado si alléchant des légendes indiennes, d'autres générations vont s'atteler à maintenir vivant le mythe des cités d'or, en commençant par la cartographie hollandaise de Jadocus Hondius, qui en 1599 place sur sa carte du Nouveau Monde le royaume légendaire dans le massif guyanais. Mais les expéditions des siècles suivants, méthodiques et efficaces, affirment cette hypothèse. Le mythe des Eldorado semble définitivement s'éteindre avec les travaux du géographe et naturellement allemand Alexandre de Humboldt. De 1799 à 1804, celui-ci explore toutes les zones visitées par les conquistadors en leur temps, sans trouver la moindre vestige archéologique permettant de confirmer les croyances indigènes. Dans le même temps, la ruée vers l'or se déplace en Amérique du Nord. Oh bah ils ont fait beaucoup de mal aussi là-bas, avec la découverte de gisements aurifères en Californie, suscitant de nouvelles espérances, mais le mythe de l'Eldorado survit tout de même dans une parcelle de notre inconscient collectif. Aujourd'hui encore, des chercheurs continuent d'alimenter l'imaginaire de nos contemporains en affirmant par exemple que les Indiens ayant survécu à l'extermination de la conquista cachèrent un immense trésor dans un lieu secret et inaccessible encore aujourd'hui à découvrir. D'autres envisagent de subtiles caches dans les crêtes rocheuses et inhospitaliers de la cordillère des Andes sur lesquels veillent des communautés d'initiés. Certains récits modernes évoquent aussi la présence de gardiens fantomatiques protégeant l'entrée secrète d'un souterrain menant au royaume d'Eldorado. Plus étrange encore, ces dernières décennies, quantité d'aventuriers partis à la recherche de la ville mythique ont disparu corps et âme dans l'immense jungle amazonienne. Auteur de l'ouvrage Trésor maudit et Trésor interdit, Richard Bézières revient dans son livre sur les mésaventures de ces explorateurs du XXe siècle qui ajoutent au mythe un parfum de mystère toujours entêtant. De nombreux explorateurs ont disparu dans la jungle amazonienne, dont on ignore même, d'après le gouvernement péruvien, le nombre d'autochtones vivant dans les coins du monde. Les disparitions de scientifiques sont nombreuses. Ils ont été bouffés par des cannibales aussi. Ah bah... Explorateurs britanniques disparus de la jungle brésilienne. Bah oui, bah ils se sont fait bouffer, il y en a. Depuis Percy Fawcett, F-A-W-C-E-T, Fawcett ou Fawcett, ou je sais pas comment on dit, ce colonel anglais qui fut l'un des premiers à avoir disparu sans laisser de traces en 1925, Fawcett pensait avoir découvert un sas donnant accès à un royaume souterrain dans la région de Madre de Dios. De nombreuses expéditions japonaises américaines ont tenté de percer les secrets de cette région, mais aucune n'est revenue au début des années 1970. Ce fut le tour de l'anthropologue norvégien Lars
Jol. Hafskjold. Hafskjold. Bon, on comprend très bien pourquoi que j'ai du mal à le dire, hein, parce que bon, il y a des mots qui sont à découpe, qui sont pas faciles à dire, hein, dont on n'a jamais retrouvé la trace. À cette disparition énigmatique s'ajoutent des rumeurs de malédiction qui revigorent régulièrement la légende de la cité perdue rebaptisée Cité maudite. Les trésors ramassés par les conquistadors sont tellement entachés de carnage que l'or mythique de l'Eldorado ne peut sans doute être que damné. Pourtant, aujourd'hui encore, archéologues et géographes partent se mesurer à la légende. Des expéditions scientifiques internationales ont été entreprises au cours de ces dernières années pour retrouver la cité perdue. Des capitaux privés péruviens, italiens, polonais, russes et brésiliens financent encore ces expéditions dont le but n'est pas la recherche de l'or, mais plutôt de faire entrer dans la réalité le mythe de Eldorado. C'est pas un mythe, il existe vraiment. Une quête révélatrice de la psyché humaine. Certes, l'or était présent en abondance sur les terres du Nouveau Monde. Le formidable butin accumulé à force de pillage et d'hécatombes lors de la conquista en est une preuve parfaitement tangible. Mais les explorateurs du XVIe siècle commirent une erreur fatale. Aveuglés par l'attrait de la gloire et de la fortune, souvent dépassés par leurs pulsions aventurières, ils ne parvinrent pas à faire la part des choses entre la réalité du terrain et les fables indiennes ancestrales. Il paraît certain que les tribus autochtones abusèrent de cette naïveté, évoquant de cités d'or toujours plus fabuleuses pour éloigner de leur propre territoire des hidalgos imprévisibles, quitte à les diriger malicieusement vers les peuplades ennemies, comme le souligne Dorita Nudo d'Eldorado, peut donc être perçue comme l'histoire d'une fiction créée par les discours des Indiens et réputée vérité par le désir des Espagnols, schéma classique de l'Eldorado d'un mythe. C'est la légende des cités d'or d'Amérique du Sud, va au-delà de la réalité des richesses des civilisations précolombiennes, alors dominées par les deux puissances empires aztèques et incas. Elle est le symbole brut de la cupidité et de la rapacité des hommes prêts à toutes les barbaries pour s'emparer de magots parfois réels, mais souvent légendaires. Le mythe révèle parfois les plus bas instincts, bien éloignés de la quête mystique initiale du colon qui cherchait pieusement le paradis terrestre. Ses successeurs ont au contraire transformé le nouveau monde en enfer sur terre. C'est pas parce qu'on cherche un trésor pieusement que sur leur bateau ils avaient bien des... Les autres ils avaient bien des pris en otage des gens en esclaves. Les autres, je parle des autres là. Alors, appendice 1. Eldorado, la force irrésistible du mythe. L'impact du mythe d'Eldorado sur les conquistadors a été si puissant que des générations entières des soldats chercheurs d'or s'épuiseront dans les jungles mortelles d'Amérique du Sud, comme explique la force fantasme générée par cette légende indienne, spécialisée de l'Amérique latine. Philippe Conrad, auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet intitulé L'or dans la jungle, fournit dans son livre des éléments de réponse fort pertinentes. L'homme doré avait une allure romanesque qui convenait parfaitement à l'imagination des conquistadors habitués des romans de chevalerie. Toute une histoire épique et fantastique échauffait les esprits des hidalgos. Toute une histoire épique et fantastique échauffait les esprits des Eldorado. J'ai sauté la ligne et j'ai reparti dessus, c'est pas grave. Parti chercher la gloire dans les espaces inconnus du Nouveau Monde. Et la crédulité dont firent si souvent preuve les conquistadors s'applique en partie par leur propension plus ou moins conscient à prendre pour vrai les aventures chimiques que leur avaient rapporté les romans du temps. Je vous signale que je l'ai lu quelque part, moi qui ai un homme qui se tartinait d'huile, et dans l'huile il y avait des paillettes d'or. Je l'ai vu quelque part. Et qu'est-ce que vous croyez? En Égypte, ils le faisaient aussi, ils se tartinaient d'huile avec des pailles d'or. Ils étaient recouverts d'or. Appendice 2. Quand la quête de l'or engendre l'exploration d'un continent entier, à l'origine des découvertes, il y a toujours un Eldorado, une route des Indes, une pierre philosophale, une question trop grande, un mythe dont seuls des illuminés osent parler sans sourire. Écrivain Roland, je dis pas son nom, il est vrai que la recherche frénétique du pays d'Eldorado outre les massacres perpétrés au nom de la civilisation, ils appellent ça être civilisé, de tuer des gens par milliers, a mené les conquistadors à
à entreprendre de fantastiques voyages d'exploration, véritables épopées les plus souvent hasardeuses et téméraires, mais qui s'avèrent souvent d'une précieuse utilité pour connaître la géographie du Nouveau Monde, en quête des cités d'or qu'on lui indiqua plus au sud de sa position. Vasco Nunez de Balboa découvrit l'océan Pacifique. Francisco Orellana, après avoir traversé les cordillères des Andes pour trouver Eldorado, navigua sur près de 5000 km jusqu'à l'embouchure du delta de l'Amazone et des eaux atlantiques, affrontant les traîtres courants du fleuve et les cruelles Amazones. Sur la piste d'innombrables trésors légendaires, les conquistadors vont ainsi défricher une grande partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud pour la plus grande bonheur de cartographes du XVIe siècle. Appendice 3. Le trésor maudit d'Ombrosius et Anger. E-H-I-N-G-E-R. A-M-B-O-R-O-S-I-U-S. Pour le nom d'Ambrosius, excuse-moi. L'explorateur allemand connut un triste destin en tentant de rallier le pays de l'or et ne put jamais profiter de la richesse accumulée lors de son périple. Les aventures épiques de son expédition sont narrées avec précision par Michel Faucheux dans son ouvrage Les quêtes chimériques, mythes et symboles de l'Eldorado à l'amour éternel. L'auteur explique qu'après avoir réuni un butin conséquent au cours de l'année 1531, Ehanger à sa troupe se retrouve bloqué par les crues du fleuve de Tamalamek. Ehanger, dont le trésor qui ne cesse de grandir, entrave la marche, décide de faire halte à Tamalamek. Il décide aussi d'envoyer à Koro un petit groupe d'hommes chargés de mettre en sûreté le bulletin accumulé et de ramener des vivres, des chevaux et des hommes d'armes supplémentaires. L'expédition s'abîme rapidement dans une jungle épaisse où il est difficile de se frayer un chemin et où les hommes attaqués par les nuées d'insectes s'épuisent rapidement. Les porteurs indiens désertent et les Espagnols doivent se résoudre à enterrer leur trésor au pied d'un arbre gigantesque dont ils pensent qu'il servira facilement de point de repère. Jamais ce trésor ne sera retrouvé et le groupe, bientôt divisé par des discordes, doit affronter des attaques mortelles de plusieurs tribus. Les quelques survivants meurent de faim après s'être livrés au cannibalisme. Ils se sont bouffés entre eux. Les quelques survivants meurent de faim. Oui, bon. Quant à Ehanger, impatient d'attendre des renforts qui ne viendront jamais, il décide de reprendre son voyage vers le sud-est en direction des cordillères qui barrent l'horizon, derrière laquelle se trouve peut-être le mystérieux royaume d'Eldorado. Le voyage devient alors une sorte de conquête de l'opposition de nombreux porteurs, peu habitués à l'altitude, tombant sous l'effort. Malgré tout, malgré la violence des éléments, malgré le froid et le vent qui déciment les hommes, Ehanger parvient jusqu'à l'emplacement actuel de la ville de Pamplona. Mais il préfère alors retrousser chemin. Dans la poursuite du voyage s'avère difficile, dont la faiblesse de chacun est grande. Le retour est effroyable. Les attaques d'Indiens se multiplient et Ehanger, grièvement blessé au cou, expire après 3 jours d'agonie. Eldorado demeure toujours le pays où l'on n'arrive jamais. Justice a été faite. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ma vidéo, ils vont peut-être me la couper en 2, mais c'est pas grave. Oui, j'en suis à 43 et quelques. J'avais le droit à 57 et quelques, mais ils vont m'enlever 10 minutes. Ils vont me couper 10 minutes. Voilà. Alors, je vais lancer une petite phrase de fin. Si Satan, réfléchis bien. Si Satan a peur de moi, c'est pas pour rien. Alors, franchement, réfléchis, ceux qui rigolent de mes vidéos, là, qui se foutent de ma gueule. Enfin, la personne qui se fout de moi, réfléchis un peu. Si Satan lui-même a peur de moi, imagine un peu. Ouais. Allez, j'arrête ici, 44 minutes. Bon, il n'y a pas de danger qui réfléchisse, Enfin, il n'y a pas de danger qui réfléchit. Il n'y a qu'une demi-neurone. Là, maintenant, la seule neurone qu'il a fait qu'une demi, là, maintenant. Vas-y. C'est sûr. Allez, sayonara. Si. Alors, j'appuie